Nouveau numéro du journal de bord, Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Avec moi pour vous interroger Marie Derbez, bonjour Marie. Bonjour. Pour ce 321e numéro, on commence par ce sondage sur les élections européennes, 18% d'intention de vote pour le Front National, ça vous rappelle quelque chose, non? Mais d'abord, je note que c'est un bon début, parce que nous ne sommes quand même qu'à un an des élections, et dans un an, je pense qu'on sera dans une meilleure position encore. Et même, comme l'a dit Marine, nous aspirons à être en tête aux élections européennes. Eh bien voilà, c'est vrai que ça me rappelle quelque chose, c'est 98. Nous sommes donnés à 18% dans les sondages, et c'est le moment que choisit M. Maigret et ses amis, pour déclencher la scission du Front National, sous le prétexte qu'il n'aurait pas été retenu par moi sur ma liste, ce qui était faux. Ils ont été intoxiqués par un gaillard qui s'appelait Jean Silly, un député UMP, qui leur avait dit j'ai vu la liste de Le Pen. Je ne vois pas comment il a pu voir la liste de Le Pen, il n'y avait pas de liste de Le Pen ailleurs que dans ma tête. Mais eh bien, vous n'y êtes pas. Et du coup, ça les a poussés à déclencher leur opération de rupture. Donc quand on est aussi haut, ça peut laisser la place à toutes les manipulations. Absolument, il faut bien se méfier maintenant. Alors l'actualité, c'est ce militaire agressé à coups de couteau samedi dernier à la Défense. Alexandre, qui s'est converti à l'islam pour devenir Abdelila, a prié juste avant de passer à l'acte. Après Londres, chaque semaine, un nouveau cas. Oui, bien sûr, mais ça, nous sommes exposés à ce genre d'agression compte tenu de l'ambiance générale que déclenche l'islamisme. Et que ce soit des islamistes de naissance ou pis encore des islamistes de récupération, eh bien nous serons victimes s'il n'y a pas une répression féroce. Je dois dire à ce propos que je commence à être assez irrité de voir tous les jours, le ministre de l'Intérieur, M. Valls, à la télévision. Autrement dit, plus il y a d'insécurité en France et plus M. Valls a droit à la télévision pour nous raconter qu'il va faire, qu'il est en train de faire, qu'il espère faire. C'est scandaleux. Il est ministre de l'information du gouvernement, ministre de la propagande. Voilà. Il a dit que sur ce sujet, il fallait une union nationale des partis politiques d'ailleurs. Oui, c'est ça, une union nationale. Mais il devrait se faire un peu plus discret parce qu'il devrait surtout avoir des résultats plutôt que des promesses. Alors sur le plan international, la santé d'Abdelaziz Bouteflika pose la question de l'avenir de l'Algérie. L'Algérie ira-t-elle elle aussi dans le printemps arabe? Écoutez, il devient inquiétant quand les chefs politiques étrangers viennent en France, généralement c'est pour mourir. Alors ce qui fait peser d'ailleurs sur nous des soupçons divers. Il est certain que je pense qu'on prépare la succession de Bouteflika, ça ne va pas être simple. Cela étant, d'après les informations que j'ai, parce que rien ne devrait faire échapper l'Algérie aux printemps arabes qui durent longtemps et qui sont très froids, comme vous savez, eh bien, sauf qu'il y a eu déjà un printemps arabe, avec une répression terrible, 200 000 morts, n'est-ce pas? Alors il semble que les Algériens ne soient pas très pressés de se retrouver dans cette situation-là, ni dans un camp, ni dans l'autre. Alors, nous sommes en attente, on va bien voir qui va remplacer Bouteflika. Espérons que ce soit quelqu'un qui soit moins hostile officiellement à la France, parce que M. Bouteflika parle sans arrêt contre la France, qui n'empêche pas de venir se faire soigner chez nous. En établissant un parallèle entre les événements du Trocadéro et ceux-là aux Invalides, peut-on affirmer qu'il y a deux poids, deux mesures dans la répression, Jean-Marie Le Pen? C'est évident, c'est évident. Enfin, on sait bien que les pouvoirs publics ont peur des milieux islamiques. Ils ont peur que l'affrontement normal de la force publique avec des délinquants ne débouche sur un incident grave qui déclencherait éventuellement une émeute. Et ce risque-là, ils ne veulent pas le courir, par conséquent, ils laissent pourrir la situation plutôt que de régler les problèmes. On sait très bien que ces problèmes se retrouvent 100 fois, multipliés par 100, quand on ne les a pas traités. Et il est évident que c'est un peu comme avec les automobilistes, c'est plus facile de sanctionner les automobilistes que les criminels et les délinquants. De la même manière, c'est plus facile de sanctionner les militants ou les manifestants du mariage pour tous, plutôt que de traiter le problème des casseurs de banlieue. Oui, alors pendant ce temps-là, 3 militantes des Femmes qui manifestaient seins nus ont été arrêtées sans ménagement en Tunisie, accusées d'exhibitionnisme. Je leur souhaite un long séjour en cul de basse-fosse.
Et cette semaine, le premier mariage homosexuel a été célébré à Montpellier. 150 policiers déployés pour en assurer la sécurité. Des médias internationaux présents en masse pour voir ces deux militants se marier devant Hélène Mandroux, maire de Montpellier, qui, soulignons-le, est en ce moment en pleine compétition interne pour obtenir l'investiture socialiste aux élections municipales. J'espère que cette investiture ne lui assurera pas de l'élection et que les gens qui sont hostiles au mariage tel qu'il a été présenté par le gouvernement sauront le faire payer à Madame Mandroux. Pendant ce temps-là, à Cannes, la Palme d'Or a été attribuée à un film qui parle d'amour entre deux femmes, dont l'une d'ailleurs est majeure et l'autre mineure. Qu'en pensez-vous ? Oui, ben, il me semble que ça tombe sous le coup de la loi. Parce que, en principe, le détournement de mineurs ne spécifie pas qu'il s'agit d'un homme pour une femme, et le détournement d'une jeune fille mineure par une femme majeure me paraît tomber sous le coup de la loi, et le film qui est romanesque, qui traduit cette situation, devrait être, à mon avis, amené à rendre des comptes. Mais c'est la mode. Voilà, la mode, c'est bientôt que ce sont comment dirais-je, les hétérodoxes qui passeront pour des anormaux. On passe à l'UMP, la bataille de Paris fait rage. Les différents candidats à l'investiture et leur soutien ne manquent pas de s'insulter publiquement. L'UMP est-elle crédible comme parti d'opposition aujourd'hui ? Je crois que non, mais enfin, elle est en train de perdre cette réputation imméritée, parce que chacun sait qu'il y a une accointance profonde entre l'UMP et le PS. Mais nous souhaitons en tout cas la victoire dans ces primaires de NKM, qui constitue pour nous l'adversaire souhaité. Si vous voulez, avec un adversaire comme ça, on n'a pas besoin d'amis de soutien. Alors sur le plan... Oui, alors parlez-nous du climat, 2 secondes, Jean-Marie Le Pen. Les Français empruntent de l'argent, on n'a jamais vu ça, depuis 27 ans pour acheter du fioul et le faire rentrer dans leur maison, notamment dans les campagnes. On n'a jamais vu un hiver aussi long, disent les météorologues, depuis 27 ans. Oui. Et vous vous chauffez ? Écoutez, 27 ans, oui encore, oui, comme tout le monde, parce qu'il fait vraiment froid dans les maisons. Et donc c'est une dépense supplémentaire qui doit être très 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 lourde pour beaucoup de nos concitoyens. Et cela dit, 27 ans, qu'est-ce que c'est dans l'histoire de la Terre? C'est rien du tout pour nous, à notre échelon. C'est quelque chose, c'est un délai important, mais pour la Terre, je note simplement que ça ridiculise les campagnes qui ont été lancées par les Verts et les écolos, prétendant qu'il y avait un réchauffement de la Terre qui était très dangereux. Pour l'instant, c'est plutôt le refroidissement qui nous inquiète, nous. Je pense que ça se trouvera, il y aura une réponse aux élections, je pense. Oui. Alors vous êtes venu avec 2 livres. Ah, je suis venu aujourd'hui avec 2 livres. La semaine dernière, je n'en avais pas amené. Alors d'abord, un livre sur la guerre d'Algérie, qui s'appelle « Le plus sale boulot ». C'est de Guy Chabot. C'est une histoire remarquable parce que c'est vrai que trop souvent on se polarise uniquement sur les unités d'élite, n'est-ce pas, les parachutistes, etc. C'est plus spectaculaire, les grandes opérations et tout. Là, c'est le travail de fourmi héroïque fait par des militaires. Ça, c'est d'abord un soldat, puis un sous-officier du 3e zouave dans le Constantinois, et il est en même temps que militaire, il est cheminot, car il fait partie de ceux qui assurent le passage du train, et lequel passage est évidemment la cible de mines en permanence. C'est extrêmement dangereux. Les félagas qui viennent de Tunisie attaquent, et c'est un récit qui est remarquable et que je conseille de lire parce que c'est celui d'un simple sous-officier qui va faire la guerre pendant 6 ans en Algérie, de façon ininterrompue, sans repos, sans vacances, sans dimanche, toujours avec le but de faire passer le train qui va de Tunisie au Maroc d'ailleurs. Hein. Voilà, il faut lire Le plus sale boulot, c'est un très bon livre. Un autre livre, intéressant aussi, c'est un livre très sérieux, ça s'appelle « Les négriers en terre d'islam ». Et ça règle son compte à la légende du fait que les responsables du phénomène de l'esclavage
seraient exclusivement les Européens, les Occidentaux, dans ce qu'on appelait le trafic triangulaire, amenant d'Afrique en Amérique les esclaves noirs. C'est vrai que cette pratique éminemment condamnable a été le fait pendant quelques dizaines d'années, peut-être même plus d'un siècle, de la part des trafiquants français et des marchands juifs qui, aux États-Unis, achetaient les esclaves. Mais là, ce livre démontre que le phénomène de l'esclavage est beaucoup plus important. L'esclavage africain en direction notamment des pays arabes, c'est l'esclavage provoqué par les musulmans et qui a duré près de 1000 ans et qui continue encore aujourd'hui à alimenter en esclaves un certain nombre de nations ou de royaumes arabes. Et ça, c'est un livre très intéressant de M. Jacques Hirs, n'est-ce pas? Vous voyez, 7e, 16e siècle, près de 1000 ans, et c'est passionnant, c'est évidemment un ouvrage un peu scientifique et qui remet les pendules à l'heure. Alors vous continuez les déplacements, vous étiez en Seine-Maritime il n'y a pas très longtemps. Oui, j'étais en Seine-Maritime et je pars demain pour l'Aisne et le Nord. Après-demain, je continue ma petite tournée, c'est vrai, c'est une très belle réunion, je dois dire, en Seine-Maritime, à Héronchel, un petit village très sympathique, dont le maire a toujours signé pour les présidentielles depuis 2001. Il a signé en faveur de la candidature, soit la mienne, soit celle de Marine Le Pen. Voilà, puis jusqu'aux vacances, j'ai encore je vais à Saint-Lô, je pense aussi. Puis après, je reprendrai, mais après les vacances seulement. Très bien. On se retrouve la semaine prochaine. Non, il y a mon pauvre con, quand même. Le pauvre con de la semaine, il ne faut pas l'oublier. Alors, le pauvre con de la semaine, de façon triomphante, si j'ose dire, c'est le juge Estoup. Une haute personnalité, puisque c'est l'ancien président de la cour d'appel de Versailles, lequel d'ailleurs ne siégeait pas habituellement, mais a tenu spécialement à siéger pour pouvoir me condamner dans l'affaire du détail à 130 millions d'anciens francs, soit 183 000 € d'aujourd'hui, n'est-ce pas, de dommages-intérêts. Il semble que le juge Estoup aime beaucoup offrir des dommages et intérêts à ses amis. Dans l'affaire Tapie, c'est 45 millions pour dommages moraux, ce qui est mirobolant. Et dans mon cas, c'était aux différentes organisations antiracistes. Monsieur Estoup aime beaucoup ça. Et en fait, j'ai été jugé par un escroc. Et quand j'ai été jugé dans l'affaire de Mantes-la-Jolie, aussi à Versailles, c'est l'actuelle présidente du syndicat de la magistrature, dont on sait quelles sont les orientations d'extrême gauche. C'est dire que les condamnations que j'ai subies doivent être plutôt considérées comme des décorations plutôt que comme des condamnations. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Jean-Marie Le Pen. Alléluia. Au revoir.